À l'aube, la frontière togolaise se fige et le convoi cesse d'avancer. Sous des sacs de farine, des caisses standardisées révèlent une opération patiemment financée, fragmentée puis recomposée, destinée à tester en quelques heures les nerfs d'un État, ses postes, ses procédures et sa capacité à rendre visibles des preuves avant qu'elles ne se dispersent. Que change cette nuit pour les Burkinabés, pour les voisins du Sahel, et pourquoi Ibrahim Traoré se retrouve-t-il au centre d'un choix public qui peut structurer durablement le récit, la souveraineté et les réactions économiques? Le jour se lève, mais l'équilibre vacille. Cette analyse pose une promesse simple et exigeante. Comprendre pour mieux juger. Comprendre comment une opération clandestine est pensée, financée et exécutée afin de fragiliser un État sans déclaration de guerre ouverte et pourquoi une lecture rigoureuse évite les raccourcis émotionnels. Le bénéfice pour le lecteur tient en une phrase claire, des clés factuelles pour distinguer mécanismes et slogans. Les enjeux sont élevés et immédiats. Une interprétation hâtive réduit l'événement à un fait divers sécuritaire. Une interprétation structurée révèle une tentative de déstabilisation systémique aux effets potentiels sur la souveraineté, l'économie et la cohésion sociale. Ici, chaque indice compte: chronologie, volume, synchronisation, choix institutionnels assumés. L'approche retenue s'appuie exclusivement sur les éléments disponibles, sans accusation, sans preuve ni minimisation par prudence excessive. Elle privilégie les chaînes logistiques plutôt que les rumeurs, les décisions publiques plutôt que les réactions à chaud. Le cadre est posé pour suivre les faits, mesurer les écarts et évaluer les conséquences, pas pour imposer un récit. Un détail peut suffire à changer la catégorie analytique. 2 heures après l'interception, un fait décisif est établi. 57 camions ont convergé vers un même point frontalier dans une fenêtre inférieure à 20 minutes. Ce chiffre, inhabituel par son ampleur et sa précision, suffit à changer la nature de l'événement, car il signale une synchronisation régionale incompatible avec un trafic opportuniste. À partir de là, la scène nocturne cesse d'être un accident logistique. Elle devient l'aboutissement d'une planification longue, conçue pour fragmenter les flux, absorber les pertes locales et se recomposer au dernier moment afin de réduire la fenêtre d'intervention adverse. Le contexte régional renforce cette lecture. Dans le Sahel, la circulation d'armes est souvent diffuse, faite de volumes modestes et d'itinéraires opportunistes. Ici, l'échelle bascule. La dispersion initiale des départs protège l'opération, tandis que la compression temporelle finale maximise l'effet de masse après le passage. Chaque camion n'est plus un vecteur isolé, mais une pièce d'un dispositif pensé pour tester la réactivité institutionnelle sur un laps de temps très court. Les indices matériels confirment la cohérence. Des caisses standardisées, dissimulées sous des cargaisons civiles crédibles, renvoient à des schémas observés hors du Sahel. La diversité des origines d'armes n'est pas un défaut. Elle sert à brouiller l'attribution, diluer la responsabilité et compliquer toute lecture simplificatrice. L'hétérogénéité devient un outil de sécurité. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit les premiers rapports consolidés. Il comprend que l'enjeu dépasse la saisie matérielle. La convergence des itinéraires, la précision des horaires et la standardisation des emballages dessinent une architecture logistique transnationale. Le convoi apparaît alors comme une phase test destinée à mesurer la capacité d'un État à détecter, fixer et documenter avant dispersion. La question centrale s'impose sans emphase. Si une opération de cette nature a pu s'approcher aussi près de son objectif, combien d'autres tentatives moins visibles ont pu franchir les frontières sans s'enrichir, sans laisser de traces lisibles? Au cœur de cette nuit tendue, un acteur discret devient déterminant.
Le capitaine Moussa Kaboré n'est ni stratège de palais, ni figure médiatique. C'est un officier de terrain, familier des routes frontalières et des anomalies que seule l'habitude et le regard attentif permettent d'identifier sans délai. Cette expérience silencieuse produit le premier basculement concret de l'opération. Peu avant l'interception, Caboret repère un signal faible que des systèmes automatisés n'auraient pas suffi à qualifier seuls, une colonne de camions circulant sans phare à une heure où aucun flux commercial légitime n'est attendu. Pris isolément, le détail pourrait passer pour une irrégularité mineure. Replacé dans le contexte local, il devient un indicateur critique. L'officier décide d'agir sans attendre une validation hiérarchique complète, car le temps joue contre la lisibilité. Avec des moyens limités, il improvise un dispositif de verrouillage. 15 soldats, 2 blindés légers et un drone suffisent à créer un goulet d'étranglement. L'objectif n'est pas l'affrontement, mais la fixation. Empêcher la dispersion prime sur l'interpellation immédiate, car la fragmentation ferait perdre toute cohérence à la preuve en cours de constitution. Les premiers contrôles confirment l'intuition. Sous les cargaisons civiles apparaissent des caisses métalliques standardisées, disposées selon des schémas connus sur d'autres théâtres de conflit. Ce parallèle transforme l'action locale en indice d'un système plus vaste. En quelques minutes, l'unité empêche la décomposition du convoi en trajectoire secondaire, préservant l'intégrité de l'ensemble. Et voici l'essentiel, formulé simplement. Une décision tactique prise à faible échelle produit un effet stratégique durable. Avant cette nuit, les saisies d'armes suivait un schéma routinier, fait de volumes modestes et de réseaux opportunistes. Après l'interception, ce cadre ne tient plus. La chronologie révèle un basculement net entre un avant gérable et un après systémique, où chaque minute compte et où la visibilité devient un levier stratégique. La phase d'activation commence loin des projecteurs. Des camions quittent des points de départ distincts, séparés de plusieurs centaines de kilomètres. Pris isolément, aucun ne justifie une alerte majeure. Les cargaisons déclarées sont banales, les documents suffisamment crédibles pour franchir des contrôles superficiels. Cette dispersion initiale protège l'opération. Un incident local n'aurait compromis qu'un fragment, laissant l'ensemble intact. Vient ensuite la montée en tension. À mesure que les véhicules approchent de la frontière, les consignes évoluent. Les chauffeurs reçoivent des instructions fragmentées, parfois contradictoires, conçues pour limiter leur compréhension globale. Certains roulent sans phare, d'autres modifient leur itinéraire au dernier moment. Cette confusion apparente est un outil de sécurité. Elle empêche toute fuite d'informations cohérentes en cas d'interpellation partielle et retarde l'assemblage des indices. Le point de convergence constitue le cœur du dispositif. En moins de 20 minutes, 57 camions se regroupent sur un corridor précis. Cette compression temporelle réduit la fenêtre d'intervention adverse, tout en maximisant l'effet de masse une fois la frontière franchie. Si le passage réussit, la dispersion devait intervenir après coup, rendant toute reconstitution ultérieure quasi impossible. Le plan atteint ici son apogée. L'interception rompt cette dynamique. Les des premiers véhicules immobilisés provoquent un effet domino inattendu. Les itinéraires secondaires sont coupés. Les chauffeurs hésitent. Le temps, jusque-là allié de l'opération, devient un facteur de vulnérabilité. Chaque minute gagnée par l'unité de terrain empêche la transformation du convoi en flux diffus et maintient la cohérence de l'ensemble. La phase de choc s'installe rapidement. Les caisses ouvertes révèlent une accumulation d'armes sans équivalent récent dans le pays. Les communications internes s'intensifient. Les rapports partiels s'additionnent, chacun confirmant que l'ampleur dépasse les estimations initiales. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit des mises à jour quasi continues. Il comprend que l'événement ne peut être traité comme une réussite tactique isolée, car l'exposition ou la dissimulation orientera la bataille narrative à venir.
La décision prise dans les heures suivantes marque un tournant. La zone est sanctuarisée. Chaque élément est documenté. Chaque arme devient une pièce à conviction, judiciaire et stratégique. Rendre visible ce qui devait rester fragmenté inverse le rapport de force symbolique. Le convoi cesse d'être un outil de déstabilisation potentielle pour devenir une preuve publique d'une tentative avortée. Les répliques ne tardent pas. Les médias relaient l'information. Les populations voisines affluent. Les chancelleries évaluent l'onde de choc. Ce qui devait être silencieux devient irréversible. La séquence complète, activation, convergence, interception, exposition, révèle une chose essentielle. L'opération n'a pas échoué par hasard. Elle a été stoppée parce qu'un État a refusé de traiter l'exception comme une routine et a transformé un instant critique en rupture durable. Avant l'interception, la ligne de base utilisée par les services burkinabés restait relativement stable, avec des saisies ponctuelles de faible ampleur issues de circuits locaux ou régionaux et un impact limité sur l'équilibre sécuritaire national. Après la nuit du convoi, l'écart est brutal et suffisant pour changer de catégorie analytique, car les ordres de grandeur ne relèvent plus de la variation mais du saut d'échelle. Un premier indicateur apparaît, le volume d'armes. Les équipes de recensement établissent un total d'environ 25 000 fusils d'assaut saisis. Ce chiffre ne décrit pas seulement une quantité. Il correspond à la capacité d'équiper plusieurs unités structurées capables d'opérations coordonnées sur une durée prolongée. Le passage de quelques centaines d'armes à des dizaines de milliers marque une rupture stratégique, car il transforme une menace diffuse en potentiel opérationnel organisé. Autrement dit, la masse saisie change la nature de ce qui aurait pu être déployé. Un deuxième repère s'impose, les munitions. Les caisses ouvertes révèlent près de 13 millions de cartouches conditionnées de manière homogène, avec des marquages récents. Rapportée aux standards régionaux, une telle réserve suffirait à soutenir des mois d'affrontements continus sans réapprovisionnement externe. Le delta est ici qualitatif autant que quantitatif. Il indique une chaîne d'approvisionnement pensée pour la continuité et l'endurance, non pour un coût isolé ou une revente opportuniste. La munition devient ainsi l'indice d'une planification dans le temps. Un troisième élément complète le tableau, la valeur financière. Les experts estiment l'ensemble de la cargaison à près de 700 millions de dollars. Placé en perspective, ce montant équivaut à une part significative de budget public essentiel. L'écart entre les flux financiers habituels des trafics régionaux et cette somme suggère l'implication d'acteurs disposant d'une capacité d'investissement durable. La valeur agrégée n'est pas un détail comptable. Elle signale des circuits bancaires capables de fragmenter, dissimuler et synchroniser des transferts complexes sur plusieurs zones. Pris isolément, chacun de ces chiffres pourrait être discuté. Mis en relation, ils dessinent une cohérence. Le volume d'armes nécessite des infrastructures de stockage et de transport fiables. La quantité de munitions implique des fournisseurs réguliers et des calendriers coordonnés. La valeur financière suppose des relais capables d'absorber des pertes sans interrompre l'ensemble du dispositif. Ensemble, ces métriques dépassent le cadre d'un réseau artisanal et résistent à une explication minimaliste. Les analyses de traçabilité renforcent cette lecture sans ajouter de nouveaux nombres. Des armes renvoient à des circuits libyens redistribués, d'autres à des réseaux liés au Moyen-Orient, tandis que certaines roquettes neuves présentent des codes de fabrication européens récents. Cette diversité n'est pas aléatoire. Elle dilue l'attribution directe et répartit la responsabilité sur plusieurs zones
un procédé typique d'architecture logistique sophistiquée. Face à ces données, Ibrahim Traoré adopte un choix peu courant: rendre publics les chiffres. Les armes sont exposées, les caisses alignées, les montants expliqués. La transparence transforme les nombres en instruments politiques. Montrer les écarts empêche leur dilution dans des récits approximatifs et oblige toute contestation à proposer une alternative factuelle équivalente. Ainsi, la preuve quantitative ne se limite pas à mesurer une saisie. Elle établit une rupture claire entre un avant gérable et un après systémique. La question qui demeure est simple et dérangeante. Si de tels volumes ont pu être réunis sans alerte préalable, combien de flux plus modestes mais persistants continuent de circuler hors des radars? Deux lectures opposées émergent rapidement, chacune suffisamment cohérente pour mériter un examen sans caricature. La première invite à la prudence analytique. Selon cette position, l'ampleur annoncée de la saisie pourrait servir un objectif politique interne, dans un contexte régional instable où les récits sécuritaires sont parfois instrumentalisés. Les partisans de cette lecture soulignent l'absence immédiate de commanditaires officiellement identifiés et rappellent que des annonces spectaculaires ont, par le passé, été amplifiées avant l'établissement complet des preuves judiciaires. Leur argument central est méthodologique. Sans signatures explicites, toute extrapolation comporte un risque. Cette position n'est pas dénuée de fondement. L'histoire récente du Sahel montre que l'exigence de standards élevés protège contre les conclusions hâtives. Elle rappelle aussi que la prudence limite les dérives interprétatives et préserve la crédibilité à long terme des institutions. Dans ce cadre, l'hypothèse d'un assemblage opportuniste de flux illégaux, interceptés à un moment critique puis agrégés dans le discours public, reste théoriquement possible. La seconde lecture avance un argument inverse fondé sur la résistance des faits à une explication minimaliste. Elle s'appuie sur la convergence d'indices matériels difficiles à compresser: le nombre de camions, la synchronisation temporelle étroite, la standardisation des emballages et la diversité des origines d'armes forment un ensemble cohérent. Pris ensemble, ces éléments dépassent les capacités habituelles de réseaux locaux improvisés. L'argument n'infère pas une intention supposée. Il observe la compatibilité structurelle des données avec une architecture logistique planifiée. La réfutation s'opère précisément au point de friction entre ces deux cadres. Lorsque des documents saisis, des flux financiers recoupés et des communications internes convergent autour d'une même temporalité opérationnelle, l'hypothèse opportuniste perd de sa force explicative. La cohérence factuelle devient plus robuste que l'équilibre rhétorique. Ce basculement n'exige pas d'identifier immédiatement un commanditaire étatique. Il établit que la structure observée excède ce qu'un assemblage improvisé peut raisonnablement produire. En définitive, le débat ne se tranche pas par l'adhésion à un récit, mais par la capacité des preuves à survivre aux hypothèses adverses. C'est dans cette rigueur comparative et non dans l'affirmation péremptoire que l'analyse gagne en solidité et en utilité publique. Le pivot apparaît lorsque trois couches jusque-là séparées sont croisées pour la première fois. Les itinéraires financiers, les codes logistiques et les communications numériques saisies cessent d'être des fragments. Ils s'alignent. Ce recoupement ne crée pas une information isolée, il produit d'une cohérence d'ensemble. Ce qui semblait dispersé tient soudain comme un système, avec une temporalité, des relais et une phase finale explicitement mentionnée. Les flux financiers révèlent des trajectoires répétées, passant par plusieurs hubs avant redistribution. Les codes d'expédition correspondent à des calendriers identiques. Les messages internes évoquent une étape décisive attendue après le franchissement. À ce stade, l'opération cesse d'être une hypothèse lourde. Elle devient une architecture identifiable, conçue pour rester invisible jusqu'au dernier moment. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré comprend que la saisie du convoi n'est pas le cœur de l'affaire,
mais son révélateur. L'interception a mis au jour un nœud central, non une périphérie. Ce déplacement du centre de gravité change la réponse possible. Il ne s'agit plus seulement de sécuriser une frontière, mais de retirer l'avantage principal des commanditaires, l'opacité. Le choix oui stratégique s'impose. Rendre public ce pivot, c'est empêcher la répétition à l'identique. Garder le silence reviendrait à traiter un symptôme en laissant intact le mécanisme. La question n'est plus ce qui a été arrêté, mais ce que cette mise au jour rend désormais impossible. Les effets de l'interception se déploient rapidement sur plusieurs cercles, chacun révélant une facette différente de l'impact réel de l'événement. Pour l'appareil étatique, d'abord, l'affaire l'avait agit comme un test grandeur nature. Des institutions souvent décrites comme fragmentées sont contraintes de se synchroniser sous pression. Les services militaires, le renseignement, la justice et la communication publique travaillent désormais à partir d'une base commune de données. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une cellule transversale est mise en place pour centraliser les informations, réduire les délais et limiter les angles morts. Cette coordination accélérée n'est pas une réforme théorique. Elle répond à une menace documentée et mesurable. Pour le monde économique, l'impact est plus ambivalent. Les premières heures sont marquées par une inquiétude palpable. Une saisie de cette ampleur alimente la crainte de sanctions, de perturbations commerciales et d'une dégradation du climat d'investissement. Certains acteurs anticipent des retards logistiques et un durcissement des contrôles. Pourtant, un mouvement inverse apparaît rapidement. Des partenaires non occidentaux proposent des cadres de coopération alternatifs, perçus comme moins conditionnels. Les secteurs extractifs et logistiques enregistrent une activité soutenue, non par euphorie, mais par réajustement stratégique. L'économie ne se renforce pas mécaniquement, elle se recompose autour de nouvelles lignes de dépendance et de prudence accrue. Du côté de la population civile, l'impact est d'abord symbolique, mais il produit des effets tangibles. Les images des armes exposées, les chiffres rendus publics et les explications officielles créent un choc visuel et cognitif. Ce choc ne se transforme pas en panique généralisée. Il alimente des discussions, des rassemblements pacifiques et une appropriation collective du récit. Dans certains quartiers, l'événement devient un point de référence pour parler de souveraineté, de vigilance et de responsabilité partagée. La peur cède la place à une forme de lucidité active fondée sur des éléments compréhensibles. À l'échelle régionale, enfin, l'onde de choc dépasse les frontières burkinabées. Les États voisins, confrontés à des problématiques similaires de circulation d'armes, lancent des audits internes. Des mécanismes de coordination émergent, parfois informels, parfois institutionnalisés. Même dans des cadres habituellement divisés, la méthode adoptée à Ouagadougou est observée avec attention. La transparence assumée par Ibrahim Traoré devient un précédent. Elle montre qu'un État du Sahel peut exposer une opération clandestine sans déclencher immédiatement une escalade incontrôlée. Ces quatre cercles institutionnels, économiques, social et régional dessinent une réalité commune. L'interception n'a pas seulement empêché un scénario de chaos, elle a modifié les comportements, les anticipations et les cadres d'action. L'effet le plus durable n'est peut-être pas ce qui a été saisi, mais ce qui doit désormais être pensé différemment par l'ensemble des acteurs concernés. À partir des dynamiques désormais visibles, trois trajectoires plausibles se dessinent sur un horizon de 6 à 12 mois. Elles ne prédisent pas l'avenir. Elles décrivent des configurations cohérentes, conditionnées par les choix déjà engagés et par la capacité des acteurs à s'adapter à une méthode devenue publique. Dans un scénario de base, la stabilisation est progressive. Les audits frontaliers deviennent réguliers, les procédures interinstitutionnelles se normalisent et le partage d'informations gagne en fluidité. Les réseaux impliqués restent actifs,
mais contraint de fragmenter davantage leurs initiatives, ce qui réduit leur efficacité globale. Les les tensions diplomatiques persistent sans basculer vers une rupture ouverte. L'État consolide sa capacité de détection sans transformer l'événement en doctrine rigide. La vigilance s'inscrit dans la durée avec un coût politique et administratif maîtrisé et une lisibilité accrue des signaux faibles. Dans un scénario optimiste, l'effet d'entraînement dépasse le cadre national. La méthode de traçabilité et d'exposition publique est reprise par des partenaires régionaux. Des mécanismes de coopération se structurent autour du partage de données, de contrôle conjoint et de calendriers coordonnés. Les flux commerciaux s'ajustent, privilégiant des circuits perçus comme plus sûrs. Cette dynamique réduit l'espace opérationnel des réseaux clandestins et renforce la crédibilité institutionnelle. L'interception devient alors un catalyseur, transformant un épisode de crise en levier de coordination régionale durable. Dans un scénario pessimiste, une réaction différée s'organise. Des pressions économiques ciblées, des campagnes de désinformation et des tentatives de contournement plus discrètes apparaissent. Certains secteurs dépendant des importations subissent une usure progressive. Les réseaux privilégient des volumes plus faibles mais plus fréquents, rendant la détection plus coûteuse. La menace ne disparaît pas, elle change de forme, testant la capacité de l'État à maintenir l'attention sur la durée et à éviter l'épuisement administratif. Une recommandation transversale s'impose, quel que soit le scénario. Si la méthode de traçabilité, de coordination et de clarté publique est maintenue, la résilience augmente mécaniquement. Si elle se dilue, même le scénario de base glisse vers le pessimiste. L'enjeu n'est donc pas de choisir un futur, mais de préserver un cadre d'analyse capable d'absorber l'incertitude sans perdre en rigueur. La question ouverte demeure entière. Comment transformer une lucidité ponctuelle en habitude institutionnelle durable? Au-delà des institutions, l'affaire touche directement des groupes pour lesquels les effets sont moins visibles mais structurants. Pour une partie de la jeunesse urbaine, d'abord, l'interception agit comme un révélateur civique. Elle montre que la sécurité ne relève pas uniquement des forces armées, mais aussi de la capacité à lire l'information avec méthode. Dans les écoles et les universités, les échanges portent moins sur la peur que sur la compréhension des mécanismes. Comment un signal faible devient une alerte, comment une donnée vérifiée prévaut sur une rumeur virale, et pourquoi la chronologie compte. Dans les familles, l'impact se situe sur un registre plus intime. Les images diffusées et les explications officielles offrent un support concret aux discussions quotidiennes. Les parents expliquent les choix opérés par l'État. Les enfants interrogent la fiabilité des sources et la notion de vigilance collective prend une forme accessible. L'événement cesse d'être abstrait. Il devient un exemple partagé permettant de transmettre des repères sans dramatisation excessive ni déni. La diaspora burkinabé constitue un troisième cercle concerné. À distance, elle suit l'affaire à travers des analyses, des vidéos et des échanges en ligne. Pour beaucoup, cette interception réactive un sentiment d'appartenance, parfois mis à distance par l'exil. Voir un État produire, documenter et diffuser ses propres données renforce l'idée qu'un récit souverain peut exister sans médiation extérieure exclusive. Cette perception nourrit des débats, des prises de position et, dans certains cas, un engagement renouvelé envers les dynamiques nationales. Ces groupes ne forment pas un bloc homogène. Leurs attentes diffèrent, leurs sensibilités aussi. Pourtant, un point commun émerge. La clarté de l'information réduit l'anxiété et favorise l'appropriation. En rendant lisible un événement complexe, l'action publique transforme une menace potentielle en occasion d'apprentissage collectif. L'impact durable ne réside donc pas seulement dans ce qui a été empêché, mais dans la manière dont chacun apprend à interpréter un risque partagé sans céder à la sidération.
Pour éviter que l'interception ne reste un épisode isolé, une trajectoire opérationnelle claire se dessine, structurée autour d'étapes mesurables plutôt que de déclarations générales. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, l'objectif n'est pas de multiplier les annonces, mais d'ancrer une méthode reproductible face à des menaces diffuses et évolutives. D'abord vient une première étape, le renseignement frontalier. Les postes sensibles sont reliés à des dispositifs de détection combinant observation humaine et signaux techniques. Chaque anomalie est consignée, analysée, puis recoupée. Le critère de succès est précis: réduire le temps entre le signal faible et la décision opérationnelle, sans sacrifier la qualité de l'information. La rapidité devient un indicateur de performance institutionnelle. Ensuite, une deuxième étape s'impose: la chaîne judiciaire. Un pôle spécialisé dans la criminalité transnationale associe magistrats, analystes, financiers et enquêteurs. Sa mission consiste à transformer des saisies spectaculaires en dossiers juridiquement solides. Le succès ne se mesure pas au nombre d'arrestations, mais à la robustesse des procédures, capables de résister aux contestations et aux pressions extérieures. Puis, une troisième étape devient essentielle: la traçabilité matérielle. Les armes saisies ne sont ni simplement stockées, ni rapidement détruites. Leur traitement est documenté, suivi et intégré dans un cycle de transparence publique. Cette traçabilité empêche la réapparition symbolique des équipements et renforce la crédibilité de l'action de l'État. Enfin, une quatrième étape consolide l'ensemble: la coopération régionale. Des mécanismes formalisés de partage d'informations sont mis en place avec les États voisins afin d'anticiper les déplacements de flux. Ici encore, la mesure prime sur l'intention. Le nombre d'alertes conjointes et d'opérations coordonnées sert de repère concret. L'ensemble forme une logique continue. La sécurité n'est plus pensée comme une réaction ponctuelle, mais comme une chaîne visible, évaluée et ajustée. Cette approche transforme une interception en matrice stratégique durable. Lorsque le métal commence à fondre, la scène n'a rien de spectaculaire. Elle est lente, presque silencieuse. Au milieu de la foule rassemblée, le capitaine Moussa Kaboré observe sans s'imposer. Quelques semaines plus tôt, il avait immobilisé les premiers camions, sans mesurer l'ampleur de ce qu'il venait d'interrompre. Aujourd'hui, le fragment d'arme transformé en objet d'utilitaire pèse différemment. Il porte la mémoire d'un basculement. Le geste est simple, mais sa portée est large. Ce qui devait servir à fracturer un pays est recyclé, rendu visible, puis neutralisé par le sens qu'on lui attribue. La menace n'est ni niée ni dramatisée. Elle est comprise, exposée, intégrée dans une narration collective qui refuse le silence comme la panique. Autour, des familles regardent dans le métal incandescent comme on regarde un miroir. Les anciens évoquent d'autres périodes de vigilance. Les plus jeunes posent des questions directes, parfois naïves, mais essentielles. Quand Ibrahim Traoré rejoint la scène, son message reste sobre. Il ne célèbre pas une victoire définitive. Il rappelle qu'un État tient debout lorsqu'il transforme l'attention collective en habitude durable et lorsqu'il préfère la clarté partagée à la force solitaire. La nuit du convoi cesse alors d'être un épisode isolé. Elle devient un point d'appui pour penser la résilience autrement. Une phrase s'impose sans emphase inutile: la vigilance partagée vaut mieux que la puissance solitaire. La cloche forgée à partir du métal des armes fondues circule désormais comme un objet discret, chargé de sens plus que de bruit. Elle n'impose pas un récit fermé. Elle invite à une attention renouvelée. Dans les villages, dans les écoles, au sein de la diaspora,
L'histoire du convoi intercepté devient un point de départ pour réfléchir à ce qui protège réellement une communauté face à des menaces conçues pour rester invisibles. Cette conclusion n'appelle ni célébration excessive ni résignation prudente. Elle propose une posture. Lire les signes faibles avant qu'ils ne s'additionnent. Vérifier les données avant de relayer une émotion. Refuser les raccourcis narratifs qui rassurent à court terme mais fragilisent à long terme. Observer comment un événement est documenté, expliqué, puis intégré dans une mémoire collective partagée. Chacun peut s'approprier cette méthode à son échelle. Poser une question avant de partager une information. Chercher la cohérence plutôt que l'indignation immédiate. S'intéresser aux mécanismes plutôt qu'aux slogans. Ces gestes sont modestes mais cumulatifs. L'histoire du convoi ne se referme pas ici. Elle laisse volontairement une interrogation ouverte, simple et exigeante. Comment transformer cette lucidité ponctuelle en pratique durable, capable de résister au temps, à l'oubli et aux prochaines épreuves collectives?